Semaine TSN avec Alla Mazur. Les Russes grincent des dents dans la région de Kharkiv et détruisent avec rage cette ville. Comment arrêter la terreur à Kharkiv? La loi de mobilisation fonctionne-t-elle et comment l'Ukraine pourrait profiter de limogeage des généraux en Russie à propos de cela et pas seulement? Parlons-en dans la prochaine heure. C'est la semaine TSN. Plus vous en savez, mieux vous êtes armés. Diffusion en direct et sur notre page YouTube. On y va. Vovchansk est devenu un cimetière pour les Russes. L'offensive russe dans la région de Kharkiv est au point mort. Où les Russes ont-ils mal calculé lorsqu'ils se sont rendus à Vovchansk? Que devons-nous faire pour reprendre le contrôle de la frontière de Kharkiv? Ne pas perdre Soumy et mettre un terme à la terreur à Kharkiv. Analyse du front de journaliste militaire du TSN de la semaine, Andrei Tsaplienko. Mobilisation dans le droid. J'ai utilisé l'application. Réserve plus, et il est dit que je suis en recherche. Pourquoi l'application Réserve Plus du ministère de la Défense n'a-t-elle pas éliminé la file d'attente en direct au centre de recrutement? Pourquoi est-ce que ça vaut le coup? Vérifiez régulièrement votre boîte aux lettres. Et comment ne pas recevoir d'une énorme amende administrative? La formule de la lumière et des ténèbres. D'où vient la lumière dans nos appartements? Comment les horaires de panne dépendent-ils des nuages? Pourquoi le courant est-il coupé la nuit? Et qu'adviendra-t-il du tarif de l'électricité? L'enquête énergétique TSN de la semaine. Le plus grand secret de la biographie de Poutine. Cet homme fait partie des secrets de la République nazie. Comment le nom de Poutine a-t-il été trouvé parmi les collaborateurs de Hitler? Et pourquoi un dictateur russe peut-il se révéler être un nazi génétique? Détective historique. Une biographie qui voudrait s'effacer à Moscou. Le nombre de morts à Kharkiv augmente chaque heure. À l'heure actuelle, ils sont déjà 16. Plusieurs dizaines ont été blessés. La ville qui aurait été bombardée sans pitié par les Russes toute la semaine a été touchée 4 fois hier. Bombes aériennes guidées et missiles dans le centre de Kharkiv et l'hypermarché de construction épicentre. Samedi après-midi, au moins 200 personnes étaient rassemblées. L'incendie a été éteint pendant plus de 16 heures. Et maintenant, ils tentent d'identifier les corps des morts. Regardons notamment les vidéos des caméras de surveillance. Le serveur est enregistré. Tous ceux qui ont perdu le contact avec leurs proches sont priés par la police de contacter le personnel du service d'enquête ou d'appeler le 102. Les relatifs de première ligne sont invités à soumettre des échantillons d'ADN. Douleur et rage. Avec les habitants de Kharkiv, nous ressentons aujourd'hui. Et voici la preuve directe d'un autre crime russe. À cette époque, il y avait 2 équipes de tournage de TSN à Kharkiv. La fumée. Noir a bloqué le soleil sur Kharkiv. L'hypermarché épicentre est en feu. À 16 heures, les Russes larguent 2 bombes aériennes guidées. Il s'agissait de nouvelles munitions avec une portée plus longue de l'UMPB D30. Selon les données de contrôle des systèmes de défense aérienne, la Fédération de Russie a largué aujourd'hui des bombes aériennes guidées depuis le territoire de la région de Belgorod grâce à la poussée de l'avion dont vous pouvez maintenant voir l'épave entre mes mains. Les voitures sont garées sur le parking proche de l'hypermarché entre les véhicules de secours et un groupe d'ambulances. Leurs propriétaires n'ont pas encore quitté les lieux ravagés par les flammes. Près de l'entrée de l'épicentre se trouvent les proches de ceux qui se trouvaient dans la salle des marchés et ne répondent toujours pas aux interminables appels téléphoniques. Repose! Et nous respirons encore. Les sauveteurs déploient constamment des lances à incendie. Il faudra davantage d'eau pour éteindre l'immense zone en proie aux flammes. Les chances qu'il y ait des personnes vivantes dans cet incendie diminuent de moins en moins. Eh bien, il n'y a encore personne ici. Il n'y a personne. N'était pas encore visible. c'est comme si les sauveteurs sortaient de l'enfer lui-même. L'alarme retentit à nouveau à Kharkiv, mais les pompiers continuent d'éteindre l'incendie, en essayant le plus rapidement possible. Fais-le. Dans les premières minutes qui suivent le signal d'alarme, les pompiers recherchent au moins une sorte d'abri. Après tout, la vitesse d'approche des missiles russes vers Kharkiv est presque éternelle. Alors pompiers et journalistes se sont mis à terre à côté du premier mur de briques. La Russie continue de recourir à la tactique de la Maintenant, l'alarme a sonné. Et même les sauveteurs ont quitté l'épicentre en feu, car une autre roquette a été abattue à la périphérie de Kharkiv. Maintenant, nous attendons le ciel, c'est une autre attaque russe. Eh bien, ces gars essaient d'éteindre le feu le plus rapidement possible et de trouver au moins quelqu'un dans cette pièce en feu. De la fumée blanche à l'horizon, la défense aérienne ukrainienne a abattu un missile russe à l'approche de Kharkiv. Les sauveteurs se précipitent immédiatement sur les lieux des troubles. Mais pas pour longtemps. Une fois de plus, il y a un danger de missiles et les dizaines de personnes qui participent à l'extinction de l'incendie se précipitent dans l'espace ouvert de la place près de l'épicentre.
Calme-toi, elle était seule. Sacha, opératrice. Sacha, à ce moment-là, les occupants ont pointé des missiles depuis le complexe russe Ostrist vers le centre de Kharkiv. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Un adolescent de 13 ans a été blessé. Il est dans un état grave à l'hôpital. Et là, sur le lieu d'arrivée, des groupes réguliers de sauveteurs et de médecins arrivent rapidement. Il s'avère que notre autre équipe de tourne était là à ce moment-là. Une alarme retentit dans le centre commercial, l'épicentre où les services des situations d'urgence commencent à trier les débris. Maxime coupera l'armature avec cet outil lourd. Car ce n'est qu'une fois l'incendie éteint qu'il sera possible de déterminer combien de personnes sont mortes dans l'hypermarché. C'est une combinaison et vous pouvez presser, soulever et mordre. Les structures métalliques doivent être coupées et enlevées. Maintenant, l'équipement fonctionnera. Au cours de la journée, les Russes ont attaqué Kharkiv à 4 reprises, juste au moment où Washington décidait d'autoriser ou non l'Ukraine à utiliser des munitions étrangères sur le territoire russe. Le ZSU insiste sur le fait que c'est nécessaire, parce que c'est le seul moyen de couvrir le ciel de Kharkiv et d'autres villes ukrainiennes. On a besoin et le monde en a besoin, parce que l'ennemi l'est. Ainsi, la flotte de la mer Noire s'est cachée dans les baies, le ferry russe ne fonctionne plus, l'usine pétrolière de Horevi ne fournit pas de carburant à l'armée, le chemin de fer vers la Crimée n'est pas achevé. Et les Russes n'ont presque rien pour couvrir le ciel de la péninsule. Il reste le pont de Kerch. Je me demande ce que nous pouvons encore espérer de la part de nos militaires. Oksana Rodionova, Victoria Streltsova. La et place Andriy couverte Marchenko. de fumée noire TSN de la pleine de semaine, volontaires 1+1. de Kharkiv. Marathon. Des canapés et Les des actualités cafés chauds réunies. devraient soutenir au moins un peu les sauveteurs fatigués. Ce sont presque les seules personnes ici sans gilet pare-balles ni casque. Ils semblent avoir tout le caractère indomptable de la ville. Car malgré les attaques si denses des Russes, il vit et fonctionne. Et c'est... Attendent avec impatience que le ciel se couvre au-dessus de leur tête. Yulia Krienko, Alexandre Motorny, Alexandre Rebenchuk et Danilo Lysenko de Kharkov, TSN semaine 1+1, marathon des actualités réunies. L'Ukraine a besoin de davantage de défense aérienne en raison de l'accent mis par le président Zelensky sur ses condoléances aux familles des habitants de Kharkiv morts et blessés. Il a assuré que tous ceux qui ont souffert recevront l'assistance nécessaire. Et sur les ruines de l'imprimerie de Kharkiv, également détruite par un missile russe cette semaine, le président a appelé les dirigeants des États-Unis et de la Chine, Joe Biden et Xi Jinping, à venir personnellement au sommet de la paix que l'Ukraine organise. Organisation en Suisse les 15 et 16 juin. Selon lui, la participation des dirigeants que la Russie ne pourra pas tromper est nécessaire. Zelensky a spécialement enregistré l'appel qui lui a été adressé en anglais. Le même discours, le président a annoncé que les troupes russes rassemblaient un nouveau groupe près de la frontière, à 90 km de Kharkiv. Nous ne savons toujours pas si ces forces existent, car l'interdiction d'utiliser des armes en Russie est en place. Entre-temps, des sources ukrainiennes et russes rapportent que l'offensive russe dans l'oblast de Kharkiv a été stoppée. Les forces armées ukrainiennes se préparent à contre-attaquer, a annoncé cette semaine l'état-major. Notre commandant militaire Andriy Tseplianko savait quelle est la situation actuelle dans la région de Kharkiv et connaissait un autre front que les moscovites voulaient y ouvrir. L'offensive russe dans l'oblast de Kharkiv s'est arrêtée malgré le problème. Erreur commise par la défense ukrainienne à la veille et dans les premiers jours de la repousse de l'attaque des occupants. Mais il est désormais nécessaire d'analyser attentivement ces erreurs afin de les éviter dans la région de Soumy, où les Russes veulent clairement répéter leur blitzkrieg local. La tentative d'offensive russe dans la région de Kharkiv évoque un sentiment de déjà-vu à l'hiver du 22. Les Russes pensaient que ce serait une aventure facile pour eux. Marcher jusqu'à Vovchansk, ou peut-être à Kharkiv. Ils savaient où ils devaient contourner les champs minés. Ils savaient combien de temps il nous fallait pour constituer des réserves. Et ils savaient probablement que nous manquions de combattants dans les tranchées percées à la hâte. Les constructeurs civils ne brûlent pas du désir de construire des structures de défense sous le feu. Nous sommes assez loin de la ligne de front, à quelques kilomètres au moins. Et quand on voit ici ces dents de dragon en béton, ces routes de campagne froissées, deux questions se posent. Pourquoi sont-ils ici et pas là? Et qui devrait en être responsable? Mais les occupants ont encore une fois commis une erreur de calcul. Ils prévoyaient de capturer Vovchansk et Lipsy en 2 jours, créant ainsi une tête de pont considérable au nord de la région de Kharkiv, à partir de laquelle il serait possible d'attaquer Kharkiv elle-même.
Plan de Vovchansk et Liptsi en 2 jours n'a pas fonctionné, et maintenant, l'armée ne fonctionnera plus. Ils voient chez l'ennemi le potentiel d'une offensive à grande échelle. Oui, offensive ou manœuvre. Je pense que c'est encore une manœuvre parce qu'ils essaient d'étirer nos forces. Plus ils créent de tels foyers de conflit, plus cela sera difficile pour nous. Parce que nous sommes obligés de transférer des réserves. En fait, l'ennemi nous a obligés à créer un autre front à côté de la ville d'1 million d'habitants. Jusqu'à présent, il s'est formé autour de 2 zones du territoire ukrainien. Là où les Russes ont avancé, seulement quelques kilomètres. Mais leurs projets sont clairement plus ambitieux, car avec une défaite folle de 8 contre 1, ils tentent de prendre pied dans ces domaines et de relier les deux en une seule tête de pont. Cependant, nos militaires promettent de vaincre les occupants. Je pense que nous avons déjà pris l'initiative, certainement, jusqu'à ce qu'ils comprennent et voient qu'ils ne réussiront pas un maximum d'1 mois. Et si Dieu le veut, tout arrivera. Il s'avère maintenant qu'ils seront à nouveau repoussés derrière la frontière. La 92e brigade, transférée à la défense de Kharkiv, prend rapidement position et empêche l'ennemi d'atteindre Liptsi. En principe, nous avons maintenant stabilisé la situation. Nous l'avons arrêté. Nous gardons constamment toutes les directions sous contrôle de tir. Non seulement il lève la tête, mais quelque chose s'y envole immédiatement. À Vovchansk, grâce à des efforts incroyables, les unités ukrainiennes tiennent depuis près de 2 semaines la ligne de front le long de la rivière Vovcha. Amers combats acharnés. La guerre assez maniable en ville, bataille très maniable. Les forces formèrent parfois, vous savez, un seuil à plusieurs niveaux. Autrement dit, un bâtiment est le nôtre, un pour l'ennemi. Dans la partie occupée de Vovchansk, les Russes se couvrent de civils comme boucliers humains. Et comme au début de la guerre, ils les tuent délibérément sans aucune raison. Les éclaireurs aériens ukrainiens voient les corps des civils partout. Les Russes sont à ciel ouvert. Au début de l'offensive russe, nous avons reçu d'eux cette vidéo. Le corps d'un homme en fauteuil roulant près de l'hôpital de Vovchansk. Il s'est avéré qu'il s'agit d'une femme de 70 ans qui a été témoin de la fusillade de son mari. Le vieil homme a été évacué. Je crie immédiatement, nous sommes des civils, qu'est-ce que tu fais? Et je me retourne, et ma femme, je la regarde, elle a un tel trou, et le cerveau est visible. Je pleure, je crie. Le fardeau moral de la mort de civils ukrainiens repose probablement sur les amis proches de l'Ukraine qui ont limité l'usage de leurs armes. Lors de la planification d'une attaque dans le nord de la région de Kharkiv, l'ennemi savait qu'il pouvait, pratiquement sans se cacher des renseignements ukrainiens, créer un coup de poing. Pour une seule raison, les Alliés ont interdit aux Ukrainiens de frapper avec leurs armes sur le territoire russe. L'interdiction de l'utilisation d'armes américaines et européennes sur le territoire russe a empêché l'Ukraine de construire efficacement des fortifications à la frontière. La Russie a détruit les constructeurs ainsi que leurs équipements simplement du plus profond de son territoire et l'Ukraine n'a pas pu réagir. Mais ici, dans certaines régions de la région de Kharkiv, il a été possible de faire face à cette situation, mais sans rien de nouveau. Pas de nouvelles armes occidentales, mais d'anciennes armes de musées soviétiques. Il s'agit d'un canon D-44. Le calibre n'est pas très convaincant, 85 mm. Probablement la plus petite parmi les canons d'artillerie ukrainiens. De quelle année est ton arme? Plus précisément, le nôtre, si je ne me trompe pas, à partir du 48 ou du 52, et en général, la production a commencé le 44. Les drones sont l'ennemi le plus dangereux pour un canon. En mode 24h24 et 7J7, le ciel au-dessus est surveillé par un scanner. Nous aide à voir et à comprendre ce que nous avons au ciel en ce moment et à y répondre. Qu'est-ce qui se passe dans Le ciel maintenant c'est propre. La soi-disant famine des projectiles vient de commencer. Plusieurs batteries de ces canons ont été créées dans les bataillons d'assaut de la 92e brigade. Et ils ont contribué à freiner l'offensive ennemie à l'est. Il reste encore suffisamment de vieux coquillages pour des expositions dans les musées.
Désormais, 90th prend le contrôle de toute une bande le long de la frontière russe. Et avec de tels canons de musée, il essaie d'empêcher les agresseurs de pénétrer dans la région de Kharkiv par d'autres points. Dès le début, je n'ai rien caché. Il a dit que nous travaillons sur leur territoire. Il tente de dissuader l'ennemi depuis les airs. Les éclaireurs aériens du 1er bataillon d'assaut surveillent en permanence la frontière. Et dès que les cibles militaires sont repérées, ils s'attaquent immédiatement celles frontalières. Que faisons-nous exactement? Nous aidons à empêcher l'ennemi de constituer une infanterie et n'a pas accumulé de force sous forme d'équipements et de moyens de destruction, comme l'artillerie. Avant que nous ne nous arrêtions chez les gars, dans la matinée, ils ont réussi à détruire 2 officiers ennemis YCNB, un transport d'infanterie et une position cachée à la frontière. Ils ont trouvé et détruit la cible. Ils ont repéré l'infanterie, les ont trouvés et détruits. Autrement dit, nous avons dit ex merci, mais nous tenons bon pour l'instant. Dès que la 92e brigade a atteint la frontière dans la région de Kharkiv, des structures défensives ont commencé à y être activement construites. Les garçons disent qu'ils n'ont pas vu ces tranchées ici il y a 2 semaines. Des plafonds fiables, un demi-mètre de béton au-dessus, des tranchées à hauteur humaine équipées de filets, des capsules en béton avec portes blindées, semblent fiables. Apparemment, cette capsule peut résister à un coup direct d'un projectile, mais il y a un problème. La longueur de cette section est de plusieurs centaines de mètres, mais elle devrait ressembler à ceci. Toute la frontière ukrainienne, toute la ligne de défense. L'ennemi, s'il avance, les contournera, là où de telles lignes, Maginot et Mannerheim, n'existent que sur papier. Les occupants disposent de suffisamment de bombes pour écraser les terrassements réalisés à la hâte. La tâche des responsables de la défense dans les régions de Kharkiv et de Soumy est de transformer le plus rapidement possible les plans sur papier en fortifications en béton armé. Le défi pour les autorités est de convaincre les partenaires de fournir une défense aérienne et d'autoriser l'utilisation sans restriction des armes occidentales contre l'ennemi. C'est la seule manière de récupérer notre frontière. Andriy Tseplienko, Ilya Shinkarenko, Serhiy Parfilov, Semel TSN, un plus per... Dernière nouvelle. Le ministre suédois de la Défense, Paul Johnson, a déclaré que l'Ukraine serait en mesure de frapper sur le territoire russe avec des armes de fabrication suédoise. Plus d'1 million. Les personnes conscrites en Ukraine ont mis à jour leurs données dans l'application mobile Réserve Plus. Ce sont les derniers chiffres du ministère de la Défense et une sorte de record. Parce que seulement 40 000 l'ont fait via centre de prestation de services administratifs et seulement 22 000 sont allés au centre de recrutement. Au début, les militaires ils étaient enregistrés dans l'application Réserve Plus. Bien qu'ils n'aient pas besoin de le faire, un produit distinct est en cours de développement pour eux. Army Plus. Alors comment s'est passée la première semaine de la loi de mobilisation? Les files d'attente électroniques ont-elles fonctionné? Comment se passe vraiment et pourquoi peut-on s'attendre à une amende administrative, plusieurs assez élevées? La correspondante de TSN Tijnia, Irina Kovalenko, l'a découvert. 7h30 du matin et je connais la photo près d'un des centres de recrutement de la capitale. Les hommes s'inscrivent en ligne. Plus tard, un employé du centre de recrutement s'approche d'eux et leur dit de se placer sur 4 files. Mais tout le monde n'a pas compris exactement comment. La file d'attente électronique du centre de recrutement a commencé à fonctionner en mode test, aussi à partir du 18 mai. Les hommes disent que ça marche. Inscrivez-vous simplement en utilisant le QR code ou en recherchant sur Google. Il y a une file d'attente au centre de recrutement. Le précédent jour de congé était déjà enregistré électroniquement. Maintenant, je vais l'essayer en direct. Nous reviendrons plus tard sur les amendes. Et qu'en est-il des T-Snap? Ils ont mis à jour leurs données par leur intermédiaire. Plus de 40 000 personnes. À partir de 10 minutes, il faut attendre que les données soient mises à jour et que le système génère un extrait. Extrait. Soulignons les spécialistes. Une personne voit les mêmes informations que dans l'application Réserve Plus. Hormis la mise à jour des données, les centres n'effectuent aucune autre action. Par conséquent, si des problèmes surviennent, ils devront être résolus au CCT. Si, par exemple, vous êtes passé à Réserve Plus, tout va bien. Alors vous n'avez pas besoin de vous rendre au centre de recrutement. Si vous avez mis à jour via Snap, reçu un relevé imprimé et que vous l'avez entre les mains, vous n'avez pas besoin de vous rendre au centre de recrutement.
Plus d'1 million de conscrits ont mis à jour leurs données grâce à Réserve Plus. Mais pourquoi beaucoup d'hommes choisissent-ils malgré tout de faire la queue au lieu de mettre à jour leurs données en ligne? Les réponses sont différentes. Selon la loi, il n'y a pas de réserve plus. Non, non, non. Et quoi? J'ai peur de quelque chose. En effet, de nombreux hommes ont reçu un message embarrassant de Réserve Plus indiquant qu'ils étaient recherchés. Cependant, comme l'a indiqué le ministère de la Défense, cela s'est produit principalement en raison d'erreurs dans les registres des données. Les responsables conseillent de contacter le service d'assistance technique Réserve Plus et les avocats de se rendre aux centres de recrutement et d'y saisir les données correctes. En outre, le ministère de la Défense développe une fonctionnalité permettant d'envoyer les références OVLK vers Réserve Plus. Actuellement, sur l'ajout d'une application QR code qui permettra aux personnes autorisées du centre de recrutement et de la police nationale de vérifier les informations du registre des charmes d'un conscrit. Après l'apparition de ce code QR, le document d'enregistrement militaire électronique dans Réserve Plus aura exactement la même force juridique qu'une carte d'identité ou une ordonnance militaire. Cela sera réglementé par une résolution du cabinet des ministres lorsque cette fonctionnalité sera développée. Cependant, jusqu'à présent, l'application Réserve Plus, grâce à laquelle vous pouvez mettre à jour vos données, ne remplace pas un document d'enregistrement militaire. Par conséquent, il est du devoir de tout homme en âge de conscription de porter une carte militaire obligatoire ou un certificat temporaire de conscrit. Si vous avez perdu votre carte d'identité militaire, préparez-vous à une amende de 17 000 hryvnia. Si vous n'avez pas remplacé l'ordonnance après 25 ans, déduisez de la même manière 17 000 pour le ticket militaire. Auparavant, l'amende était de 1700 hryvnia. Depuis aujourd'hui, les amendes ont été augmentées. Autrement dit, selon notre loi, en cas de changement de résidence, une personne doit venir s'inscrire auprès du nouveau centre de recrutement dans les 7 jours à compter de son arrivée à la nouvelle résidence. Si vous n'avez pas de papier d'immatriculation militaire sur vous lorsque vous êtes arrêté par le centre de recrutement ou la police, c'est un motif légitime pour vous conduire au centre de recrutement pour un rapport administratif. Et c'est aussi une amende de 17 000 hryvnia. Et concernant les convocations par courrier, qui en ont stressé beaucoup. On l'a dit personnellement en main, il en reste donc. Mais à partir du 18 juillet, la convocation sera envoyée par courrier et elle sera considérée comme délivrée. Peu importe que vous l'ayez vue ou non. Eh bien, en attendant, les purges générales en Russie nous aideront. Après le limogeage du ministre de la Défense Shoigu, il s'est soudainement avéré qu'un groupe de ses proches subordonnés volait. Et à grande échelle. Bien entendu, nous regrettons qu'il ne continue pas à détruire davantage l'armée ennemie. Mais les détournements de fonds ne suffisent évidemment pas à un tel effondrement général. Alors, qu'est-ce que la guerre des tours du Kremlin? Qui a réussi le plaquage cette fois-ci? Et est-il vrai que les généraux préparaient une mutinerie? La correspondante de la semaine TSN, Oksana Rodionova, analyse cette différence générale. Les généraux furent passés sous le bistouri. Quelque chose d'inédit se produit en Russie. L'élite intouchable du ministère de la Défense a été littéralement écrasée par le FSB. Ainsi, seul le maniaque Staline a nettoyé l'armée. Pourquoi Poutine a-t-il donné le commandement aux FAS? Quel est le lien entre les personnes arrêtées? Est-il vrai que les généraux préparaient un coup d'État? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur la situation au front? Il s'agit Du lieutenant-général Vadim Chamarin, le principal officier de liaison des Russes, et en même temps le chef adjoint de l'état-major général Gerasimov. Et il ne prend plus contact. Le général a été traité de corrompu, aurait volé 400 000 $, menotté et traîné jusqu'au sous-sol de la Loubianka. Pour interrogatoire, le principal département de communication que Chamarin dirige depuis 21 ans se trouve depuis longtemps dans les tranchées russes. Les soldats ennemis se sont plaints de la communication, mais le fait qu'ils aient volé dans l'armée ne surprendra personne. Mais pourquoi ont-ils commencé à planter pour ça? Et pourquoi si massivement? Chamarin n'est pas le premier dans ce marathon d'arrestations très médiatisé. 3 autres personnalités, toutes membres de l'équipe de Serhiy Shoigu, ont été menottées. Au chef du personnel du département, le lieutenant-général Yuri Kuznetsov, au chef du département de l'assurance des marchés publics, Volodymyr Ministre de la Défense Timur Ivanov. Tout cela pour détournement de fonds et pot de vin. Ivanov est le canal financier de Shoigu depuis 2016. La construction de tous les gros objets y était pompée. Et le temple principal des forces armées russes, le cosmodrome de Vostochny et la reconstruction de Mariupol détruits.
Il figure depuis longtemps dans le classement des forces de sécurité les plus riches de Russie. Et sa femme affiche un domaine au Mexique, une Bentley Cher, un Hummer et un tas d'autres luxes. Les Russes se réjouissent d'une telle dépossession. Nous sommes désolés, car ils ont si bien détruit l'armée russe. Mais ce général peut être qualifié de chanceux dans le contexte des événements mentionnés. Il s'agit du commandant de la 20e armée, le lieutenant-général Soukrap Akhmedov, maintenant un ancien commandant, libéré. Mais ils n'ont pas planté. Le général n'est pas facile. Il a été promu 2 fois l'année dernière, mais il n'a rien appris. Il a commis un crime, par exemple. Il a ordonné aux unités de se réunir sur une place et de l'attendre pendant 2 heures. Mais les missiles HIMARS sont arrivés plus tôt. Selon certaines estimations, les forces armées auraient alors réussi à éliminer 100 soldats russes. Et il y en avait 300 autant. Mais nous n'aurons pas pitié de cette personne arrêtée. Ici, le général de combat, Ivan Popov. Il commandait la 58e armée, le seul qui a osé parler à haute voix des énormes pertes des Russes et du désordre dans leur armée. Pour cela, Spartacus, c'est-à-dire son indicatif d'appel, a été libéré et exilé en Syrie. Et maintenant, ils ont planté, pour vol. Par exemple, il a volé du métal censé être destiné aux fortifications de la partie temporairement occupée de la région de Zaporizhia. En fait, qu'est-ce qui a été pris pour de la déloyauté? Pour Poutine, aphobe des bunkers, un désaccord ouvert est une sentence automatique. Popov est considéré comme l'un des commandants les plus influents. Et d'autres dissidents pourraient bel et bien le suivre. Plus ceux qui ont peur de nouvelles arrestations. Le Poutine vieillissant craint une mutinerie générale. Shoigu lui-même, qui dirige le ministère de la Défense depuis 12 ans, n'est pas encore touché par Poutine. Le financier Andrei Bilousov a été nommé à la tête du ministère de la Défense. De toute façon, il n'a pas peur et les arrestations massives encouragent généralement l'obéissance. En outre, l'argent vient à manquer en Russie. Et Poutine cherche à mobiliser son économie et son industrie de défense pour une confrontation à long terme, affirme l'Institut pour l'étude de la guerre. C'est un inconvénient pour l'Ukraine, mais le pogrom général est un plus. Parce qu'un pogrom est toujours une chance pour des coups de palais. Les généraux resteront-ils silencieux et regarderont-ils pendant que le roi transplante tout le monde? Grande question. Ce n'est pas pour rien que Poutine s'est précipité à Minsk en pleine nuit pour une raison quelconque. Loukachenko a déjà contribué à calmer les résistances. Poutine est nat de moins en moins. Pendant ce temps, la Russie tente partout où elle peut de relancer le sujet de la légitimité du président ukrainien et de la date du 20 mai. Afin de tout comprendre clairement, avec l'aide de collègues de la publication Babel, nous avons examiné la Constitution. Alors pourquoi la date du 20 mai apparaît-elle? Car c'est à cette date, le 24, que s'achèvent les 5 années de présidence de Zelensky, définies par la loi fondamentale. Après avoir remporté les élections de 2019, l'investiture a eu lieu le 20 mai et il a prêté serment le même jour. Il est écrit dans la Constitution que les élections présidentielles régulières de l'Ukraine ont lieu le dernier dimanche de mars, la 5e année du mandat présidentiel. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'élection? Parce qu'en raison de l'invasion russe, la loi martiale a été instaurée en Ukraine. Et lui, au niveau de la loi, interdit la tenue de toute élection pendant la guerre. Mais la Constitution est plus stricte que la loi martiale. Et il ne parle que de la Verkhovna Rada, dont le mandat se poursuit pendant la guerre. Il n'y a rien de tel sur le président. Alors, a-t-il perdu sa légitimité? Non. La Constitution stipule que le président exerce ses pouvoirs jusqu'à ce que le prochain président ukrainien, nouvellement élu, entre en fonction. Et pendant la loi martiale, la Verkhovna Rada continue de fonctionner même si son mandat est expiré. Les avocats appellent cela le principe de continuité du pouvoir. Que pensent les Ukrainiens de l'idée d'élection pendant la guerre? La majorité des citoyens ukrainiens ne soutiennent pas cette idée. Le groupe Social Rating a été fortement remis en cause dans toute l'Ukraine, sauf en Crimée et dans le Donbass. Au total, 67% des citoyens interrogés ne soutiennent pas l'idée d'élection présidentielle, pour seulement 30%. 63% des personnes interrogées ne soutiennent pas les élections à la Verkhovna Rada, exactement pour 33%. Alors, à quand les élections?
seulement après la fin de la loi martiale. Le Parlement programmera les élections du président et de la Verkhovna Rada sur 90 jours. Actuellement, la loi martiale et la mobilisation ont été prolongées jusqu'au 11 août. Qu'en pensent les partenaires étrangers de l'Ukraine? La légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été confirmée cette semaine par la direction des Nations Unies. Le représentant du service de politique étrangère de l'UE à Peterstan a déclaré qu'il n'y avait aucun doute sur ce point et sur l'Union européenne. Une revue de la presse occidentale par nos confrères du site Babel prouve également que personne n'est enthousiasmé par les manipulations russes. Tout le monde comprend également pourquoi Poutine est si attaché à ce sujet. Le Kremlin est très nerveux à l'idée de la prochaine conférence en Suisse sur la formule de paix du président Zelensky, à laquelle un grand nombre de pays du monde peuvent soutenir fermement ce plan. Poutine a reçu des signaux de la Russie pour des pourparlers de paix, donc il n'y a rien à discuter. Rendez les terres ukrainiennes occupées et le feu s'éteindra. Mais en même temps, il menace de modifier les frontières de la Baltique, détourne les batailles fluviales qui divisent l'Estonie, menace les États-Unis d'une guerre dans l'espace et rêve d'une guerre entre la Chine et Taïwan. Andrei Orliak, correspondant de TSN, a étudié ces cartes en pointillé et dit que tout est encore plus intéressant qu'il n'y paraît. Cette semaine, il y a eu au moins 3 incidents dans le monde que la Russie pourrait utiliser comme écran de fumée pour ses propres manœuvres mondiales et pas seulement contre l'Ukraine. Ebrahim Raisi, mieux connu comme boucher de Téhéran, est décédé. Mais au moment de l'accident d'avion, il avait le statut de président iranien. Je pense que le président Raisi a plus de sang sur les mains que n'importe quel autre responsable de la République islamique. Et bien que le pays l'ait déjà enterré, le responsable de Téhéran avait précédemment déclaré qu'il s'agissait d'une catastrophe et non d'un sabotage ou d'une attaque terroriste. Le fait même de la mort de la première personne du pays, car le ministre des Affaires étrangères de l'Iran s'est également écrasé, a secoué la région du Moyen-Orient et l'Occident collectif et a secoué séparément Moscou. En 1992, les Russes ont tenté de renforcer leur influence par l'intermédiaire de ce ministère des Affaires étrangères et de négocier la fourniture des mêmes shahids et d'autres types d'armes. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que le timonier principal n'est pas du tout le président, mais le chef spirituel de l'ayatollah. Seule cette position, disent-ils, a été précisément prophétisée chez le défunt. Ebrahim Raisi était le principal candidat au poste de chef suprême. La grande question en Iran maintenant est de savoir ce qui se passera lorsque l'ayatollah Khamenei, aujourd'hui âgé de 85 ans, mourra. Un pays avec une sorte de système clanique de gestion de l'État, et non pas un clan, mais plusieurs à la fois. Et en fait, un clan peut contrôler le secteur militaire, un autre, le secteur politique, quelqu'un, la production pétrolière, etc. Il y a une énorme compétition entre tous ces clans et ils voulaient absolument s'encadrer, se détruire. De façon inattendue, dans ce contexte, ils se sont presque disputés, déjà des Européens, disons ce hashtag. EU, solidarité, le chef de... La commission de la défense du Bundestag allemand s'est montrée très en colère contre le discours adressé à l'Iran par le plus haut responsable de l'Union européenne. Hashtag pathétique, comment la Commission européenne peut-elle démontrer la solidarité de l'UE avec l'Iran? J'attends une explication. Je me sens mal à l'aise d'exprimer ma sympathie alors que l'Iran envoie des drones pour les utiliser contre les troupes civiles. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie lituanienne et, de la même manière, l'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, de manière laconique. Le président iranien est décédé. Le monde est devenu plus sûr grâce à cela. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes internationaux commis sur le territoire de l'État de Palestine. Du procureur de la Cour pénale internationale en a choqué plus d'un. Il aurait mis un signe d'égalité entre les 3 dirigeants de l'organisation terroriste Hamas, contre lesquels il existe également un mandat d'arrêt, et le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense. Il convient de le préciser, le tribunal n'a encore rien décidé. Mais la réaction des États-Unis a déjà tonné. Nous rejetons la présentation par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens.
Quel que soit l'objet de ces mandats, il est impossible de mettre un signe égal entre Israël et le Hamas. Et voici un bâton à deux, voire trois extrémités. D'une part, il s'agit d'États qui ne reconnaissent de toute façon pas la compétence de la CPI. En revanche, c'est un groupe de pays, dont l'Union européenne, qui viennent de le reconnaître. Et toute cette histoire, comme le pensent désormais les experts, peut à sa manière affecter Vladimir Poutine, déjà recherché par la Cour pénale internationale. Car si la confiance dans la justice internationale est ébranlée, les criminels de guerre russes n'auront même plus besoin de se cacher d'un tribunal équitable. Nous recherchons la paix, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les ambitions chinoises d'annexer Taïwan n'aboutiront à rien. C'est ce que dit à ses compatriotes le président, nouvellement élu de Taïwan, et cela est déjà dit et montré par la télévision chinoise. La photo montre un exercice militaire puissant, avec une flotte et une force aérienne réelles énormes, mais pour l'instant, des missiles tirés qui frappent Taipei. Poutine a frappé les États-Unis avec des missiles nouvellement peints et Pékin surveille de près la réaction de l'Occident. La Chine a commencé, ou s'apprête à commencer, à fournir des armes meurtrières à la Fédération de Russie, indique le ministère britannique de la Défense. L'autre jour, les responsables de Pékin ont nié cela avec colère, dans les mots. Eh bien, revenons maintenant aux provocations géopolitiques, voire spatiales, de Moscou en action. En début de semaine, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé l'arrestation de 9 suspects de sabotage sur le territoire du pays, agissant sur ordre de Moscou. Outre la Pologne, il affirme que la Lituanie et la Lettonie sont dans la ligne de mire. Et voilà la première hirondelle. Dans un document officiel, la Russie déclare son intention de déplacer unilatéralement les frontières maritimes de la Baltique avec la Lituanie et la Finlande. Et il s'agit en fait d'une attaque directe contre l'OTAN. Et bien que le projet de loi, initié par le ministère russe de la Défense, ait déjà disparu du site internet du gouvernement, tout ressemble à de véritables renseignements sur les massacres. Avec de telles mesures, la Russie teste la capacité de défense de l'OTAN, estime un représentant du Parlement estonien. Mais l'UEO et l'OTAN n'ont pas eu le temps de répondre pleinement sur le papier à cette provocation russe, Moscou en ayant eu recours à une nouvelle. Et déjà sur l'eau, dans ce contexte, les pays de la région baltique se sont mis d'accord sur la construction de ce que l'on appelle le mur de drones, dont le succès dépend notamment des signaux des satellites. Et ici, comme exprès, Washington rapporte déjà que les Russes ont récemment lancé leur satellite spécial comme arme antispatiale. Peut-être que toutes ces provocations brûlantes affecteront également, à leur manière, la décision des Alliés de lever le tabou sur Kiev et de permettre enfin l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Alors que la Russie a déjà appelé l'orbite terrestre son territoire intérieur, Andriy Ordliak, Semaine TSN, 1+1, Marathon, les actualités réunies. Nous avons entendu les mots « pénurie d'électricité » aussi souvent que les calendriers de coupure d'électricité ces dernières semaines. Même s'il semble que ce soit l'été dehors, il faut moins d'électricité. Mais pourquoi cela s'est-il avéré être un problème plus grave que par temps froid? Nous avons longuement réfléchi à la manière de montrer ce déficit. Nous avons compris qu'il fallait commencer par l'organisation. Voir. Il y a eu un courant ininterrompu dans nos maisons. Les ascenseurs fonctionnaient, l'eau montait jusqu'aux étages supérieurs, les machines à laver, les bouilloires étaient allumées et il y avait des centrales électriques. Ce sont des objets énormes et puissants. Bien sûr, nous avons réduit les modèles pour les montrer tous. Ils produisent de l'électricité chaque seconde. Le principe de fonctionnement est différent pour chacun, mais le sens est le même. Transformer le carburant en électricité. Pour le nucléaire, c'est l'uranium, pour les stations thermiques, le charbon, les énergies renouvelables, le soleil et l'éolien, l'hydroélectricité, l'eau. Et ici, il est important de le savoir. C'est ici, et le voici. Ce doit toujours être le même numéro. Autrement dit, la quantité d'énergie produite doit toujours être égale à la quantité consommée. Voici par exemple une bouilloire électrique. Il semblerait qu'il consomme cette électricité là-bas. Je vais vous dire 2 kilowatts. Et quand il est allumé quelque part, quelqu'un doit produire ces 2 kilowatts. Et s'il ne s'agit pas d'une bouilloire, mais d'un million, il faut 2000 mégawatts, 2 unités de puissance, ou une centrale électrique comme les stations thermiques de Tripoli. Imaginez un sous-géant qui ne fonctionne qu'avec les théières éteintes. Mais ce n'est pas tout.
Au moment où vous éteignez la bouilloire, vous devez immédiatement réduire la production d'électricité. Sinon, l'équipement ici dans les stations sera motivé et physiquement cassé. Pour éviter que cela ne se produise, les travailleurs de l'énergie surveillent en permanence l'équilibre. Les centrales électriques elles-mêmes doivent être capables d'augmenter ou de diminuer très rapidement la quantité d'énergie injectée dans le réseau. Ce n'est pas le cas des centrales atomiques. Ils donnent beaucoup de courant, mais toujours au même niveau. C'est ce qu'on appelle la génération de base. Les centrales solaires et éoliennes dépendent de la météo et de l'heure de la journée. Mais il existe des capacités de manœuvre, centrales thermiques et hydroélectriques. Si le consommateur a besoin de lumière, il est allumé. Et ce sont eux qui ont fait l'objet de nombreuses attaques ciblées de la part des Russes ce printemps. De ce fait, l'Ukraine a perdu un quart de sa capacité. C'est un déficit. Alors maintenant, alors que le consommateur exige et que le système ne donne rien, nous avons recommencé à vivre selon des horaires légers. Combien de temps reste-t-il avec nous? Qu'adviendra-t-il des tarifs? Et pourquoi la lumière dans l'appartement dépend-elle désormais de l'épaisseur des nuages à l'extérieur de la fenêtre? La correspondante de TSN Weekly, Irina Prokofieva, vous expliquera tout. Quand j'ai emménagé dans cette maison, ma plus grande peur était de savoir comment monter au 20e étage si soudainement il n'y avait plus de lumière. L'hiver est passé, j'ai expiré, mais cela s'est avéré en vain. Maintenant, j'y monte presque tous les jours. Les quartiers. Résidentiel plongé dans l'obscurité. Le bruit des générateurs étouffe le trafic routier. Un déjà-vu persistant de l'hiver des 22-23 ans planait dans l'air. Cependant, c'est presque l'été maintenant. La consommation d'électricité était plusieurs fois inférieure. Pourquoi encore ce calendrier de coupures? Et pourquoi éteignent-ils les lumières même la nuit? D'où vient la lumière dans nos appartements? Écoutez, lorsque nous allons travailler, de nombreux appareils électriques restent allumés dans nos appartements. Four, chaudière, réfrigérateur, TV. Et pour qu'ils soient constamment nourris, la génération dite de base fonctionne. Des centrales nucléaires et solaires s'y ajoutent. Lorsque nous rentrons à la maison et commençons à allumer tout d'affilée, le micro-ondes, la bouilloire, la cuisinière électrique, alors plus d'électricité est nécessaire et la production de dérivations des centrales thermiques et hydroélectriques est activée. C'était pourtant le cas avant la vague de terreur énergétique du printemps. J'ai vu de mes propres yeux à quel point tout allait mal. D'abord à Kharkiv, qui vit depuis plus de 2 mois comme prévu, où il n'y a plus de production propre et où les réparations du système électrique sont interrompues en raison des raids aériens constants et de la menace d'attaques répétées. Puis dans d'autres régions, où les décombres sont encore en cours de démantèlement et l'ampleur des pertes évaluées. Le matériel est véritablement détruit et détruit à 100%. Cela signifie que nous nous retrouvons sans production, sans libération d'énergie électrique et sans production d'énergie thermique sous forme de vapeur et d'eau chaude pour nos consommateurs. La société holding énergétique DTEC a déclaré avoir perdu 80% de ses stations thermiques. Les plus grandes sociétés publiques, Tripilska et Zmivska, sont en panne, a souligné Ukridroenergo. Les Russes ont détruit 2 centrales hydroélectriques. Tout cela a conduit à une pénurie d'énergie catastrophique. C'est-à-dire que l'ampleur du déficit augmente dans notre pays et qu'il a également été décidé de limiter la population. Il n'y a tout simplement rien pour produire de l'électricité. Mais si tout est clair avec les heures de pointe, pourquoi les lumières sont-elles éteintes la nuit alors que la consommation est minime? La lumière dans nos maisons dépend désormais directement de la météo. Si c'est clair comme aujourd'hui, alors les centrales solaires sont pleinement opérationnelles et nous pouvons voir moins de restrictions dans les graphiques. Lorsque des nuages apparaissent dans le ciel, il n'y a pas assez d'électricité et des pannes d'électricité d'urgence se déclenchent. Et quand la nuit tombe, les centrales solaires ne fonctionnent plus du tout. Mais il y a une autre raison. Nous avons déjà évoqué les stations hydrauliques touchées par des roquettes. Mais il existe un autre type de station, celle à hydroaccumulation. En fait, les centrales hydroélectriques, là, sont des batteries géantes. En règle générale, elles sont chargées toute la nuit, consommant des mégawatts d'électricité, faisant monter l'eau d'en bas dans le lac géant de Vyshina. Et tout cela afin de l'alimenter en générateur pendant les heures de pointe et de fournir de la lumière lorsque cela est le plus nécessaire. Ainsi, le manque de lumière la nuit s'explique simplement. Les centrales solaires ne fonctionnent pas et toute l'électricité du système est pompée vers la centrale hydroélectrique. Les installations pourraient nous sauver ici, mais elles sont trop chères. Tous les experts en énergie sont d'accord sur un point. Les Russes n'ont pas arrêté leurs tentatives de détruire notre système énergétique. L'année dernière, ils ont frappé les transformateurs. Cette année,
Ils ont frappé les centrales électriques. Le ministère compétent dit que nous devons maintenant réparer tout ce que nous pouvons. Nous nous concentrons davantage sur la possibilité d'utiliser des stations anciennes, y compris fermées et déclassées, qui peuvent être utilisées comme donneurs. Notre équipe se trouve notamment cette semaine en Allemagne et enquête sur de telles stations. Est-ce que ce sera plus ? Facile en été. Les experts disent non. En hiver, ce sera encore plus difficile. Il est presque impossible de restaurer rapidement ce qui a été perdu. Les économies et les horaires sont donc notre nouvelle norme. Et probablement de nouveaux tarifs. Ils prévoient de les adopter d'ici fin mai. Et ces arrêts y doivent être perçus comme une répétition pour l'hiver, et dans des conditions très confortables. Irina Prokofieva, Andriy Marchenko. Hitler, dans la dernière édition de TSN Semaine, notre enquêteur historique Stas Yasinski a parlé de l'armée de Vlasov. Et aujourd'hui, une suite du sujet. Contrairement au traître Vlasov, les propagandistes russes actuels ont même peur de le mentionner. Regardez attentivement cette photo. Il s'agit d'un combattant de l'armée populaire de libération russe, Rona en abrégé, qui a combattu aux côtés d'Hitler. En 2003, une enquête a été publiée dans un journal polonais, selon laquelle il s'agissait de Volodymyr Spiridonovitch Poutine, le père de l'actuel président russe, Volodymyr Volodymyrovitch Poutine. Et il n'est pas du tout officier de sous-marin, comme le dit son fils, mais en tant que membre de l'armée nazie russe, il a participé à l'extermination des Polonais dans le ghetto de Varsovie. Après la publication de l'article, le sujet est resté longtemps étouffé, mais nous avons décidé de découvrir de quoi il s'agissait, ce Rona, et sommes tombés sur toute une république nazie. Voyez ce que la Russie veut cacher. La République Lokota, un quasi-État russe secret sous protectorat nazi qui possédait un territoire plus grand que la Belgique, sa propre armée, un parti nazi et même son propre petit holocauste national. Le nom de la République est légèrement différent. C'est un peu étrange car tout a commencé dans le centre de raid de Lokot, dans la région de Briansk, qui borde la région ukrainienne de Tchernihiv. C'est là qu'avant la guerre, l'ancien combattant contre le bolchevisme Kostiantin Voskoboynuk et les communistes des Fait Bronislav Kaminski se sont rencontrés. Tous deux furent exilés à Lokot par les bolcheviks pour diverses raisons, et tous deux ont utilisé la fuite du pouvoir soviétique en 1941 comme le point de départ de leur propre projet politique. Kostiantin Voskoboynuk était un bon organisateur et avant même l'arrivée des Allemands à Lokot, il y créa un petit détachement de milices populaires composé de victimes du régime soviétique, comme lui. Les Allemands apprécièrent les aspirations de Voskoboynuk et le nommèrent ancien local. Bronislav Kaminski est devenu son bras droit. Et les deux nouveaux collaborateurs ont commencé à créer leur modèle de la Russie. Voskoboynuk a distribué des terres aux paysans, réduit les impôts, créé un tribunal et fondé son propre parti, le Parti socialiste populaire russe. Pas si mal, décidèrent les villageois. Pendant 3 mois à l'automne 41, Voskoboynuk fut sous la domination d'un territoire considérable, 6 districts de la région de Briansk, faisant partie des districts voisins des régions d'Orel et de Koursk. Les Allemands ont permis au quasi-État d'exister de manière indépendante à condition de disposer de vivres et de faire la guerre aux partisans. De nombreuses années après la guerre, ces régions de Russie étaient appelées lieux de gloire partisane. Et pendant la guerre, ces partisans rouges auraient incendié leur propre village russe au milieu de la guerre. Parce que certains villageois auraient coopéré avec les Allemands. Le 8 janvier 1942, l'unité partisane d'Andriy Sabourov lança un raid audacieux sur la capitale de la République de Lokot. Malgré les contre-mesures du détachement, les partisans ont réussi à blesser mortellement Konstantin Voskoboynuk. Et le matin, à sa mort, tout le commandement passa entre les mains de Bronislav Kaminski. Si Voskoboynuk était un démocrate, Kaminski était un admirateur des idées de Staline et d'Hitler. Au lieu de la police, il a commencé à créer sa propre armée, l'armée populaire de libération russe, en abrégé Rona. Et le parti, que son prédécesseur qualifiait de socialiste populaire, il l'a transformé en Parti national socialiste de Russie. Le nazisme de Kaminski a entraîné des massacres massifs des Juifs locaux qui ont été complètement exterminés dans la République de Lokot. Après la guerre, 22 000 tombes anonymes ont été fouillées sur le territoire du Haras de Lokot. Et il n'existait pas un ou deux camps de la mort de ce type dans le petit Reich russe. Pour les exécutions massives, que Kaminski effectuait assez souvent, la République disposait d'un bourreau spécial. Elle s'appelait Antonina Makarova. En 1941, elle se porte volontaire.
Après avoir été encerclée par 5 armées soviétiques, elle s'est retrouvée dans un camp. Elle s'enfuit de là avec son amant, qui l'abandonna au milieu de la forêt. Ensuite, Tonia est tombée entre les mains des soldats de Kamiński qui lui ont donné de la vodka, une mitrailleuse et la capacité de tirer sur les gens. En général, plus d'1,5 millier de victimes sont dues à la mitrailleuse fine. L'histoire est la plus intéressante d'Antonina Makarova, après de nombreux rebondissements du destin, a changé de nom de famille et est devenue une vétéran soviétique respectée. Elle n'a été retrouvée et condamnée à mort qu'en 1976. Et Bronislav Kamiński lui-même au 43e, après le début de l'offensive de l'armée rouge, ainsi que ses propres troupes se sont retirées après les Allemands. Ils ont transformé les collaborateurs en la 29e brigade de grenadiers du UAV-NSS. En 1944, Rona et les SS allemands se distinguèrent par des vols et des meurtres de civils dans le ghetto de Varsovie. En peu de temps, les nazis russes ont tué jusqu'à 15 000 Polonais. Cependant, après que l'armée indisciplinée et assassinée de Kamiński eut violé plusieurs infirmières allemandes, les Alliés perdirent patience. La voiture de Kamiński a été abattue, suspendant le massacre aux partisans polonais. Il y a encore tellement de secrets dans le cas de Kamiński, de la République de Lokot et de l'armée des nazis russes que le travail des services spéciaux soviétiques est évident. Il est certain que la famille et les enfants de Kamiński ont très bien vécu en URSS après la trahison et les atrocités de leur père et de leur mari. Dans l'Union, où les familles de simples ennemis du peuple étaient expulsées profondément et pour longtemps, c'était un fait inouï qui peut s'expliquer par un autre fait. Kamiński est devenu un agent du NKVD avant la guerre. Parmi les secrets de la République nazie se trouve cet homme sur la photo. Vladimir Poutine l'Ancien a-t-il réellement participé au massacre du ghetto de Varsovie, comme le prétendent les journalistes polonais? Au moins, les actions et les idéaux du dirigeant russe actuel ne sont pas très différents de ceux des Net-Führers qui collaboraient alors. Stanisław Jasinski, TSN Semaine, Marathon les actualités réunies. Bien, aujourd'hui, nous remercions nos vrais héros. À ceux qui sont déjà entrés dans l'histoire, protégeant le monde civilisé tout entier de la horde zombifiée de Poutine. Guerrières universelles, légendes de l'armée, ceux qui combattent avec succès sur terre, dans les airs et sur mer. Le corps des Marines des forces armées ukrainiennes a célébré sa journée cette semaine. Ils ont défendu Mariupol, ce sont eux qui ont hissé le drapeau ukrainien sur la rive gauche occupée du Dniepr, dans la région de Kherson. Et y tiennent toujours une tête de pont dans des conditions inimaginables. Nous pouvons t'aider. Les soldats de la 35e brigade distincte de Marines du nom de Mikhailo Ostrogradsky ont un besoin urgent de drones FPI pour détruire l'équipement ennemi. 1 million de hryvnias, c'est une grosse somme pour cela, mais pour nous tous ensemble, c'est beaucoup si tous ceux qui nous regardent envoient 10, 20, 50, 100 hryvnias à ce code QR. Merci. Notre amour, notre foi et notre fierté, merci.